La musique, c'était mieux avant. On a tous entendu cette phrase. Maintenant, moi, je vais essayer de savoir si c'est objectif ou si c'est les sentiments qui biaisent un peu ce jugement. Le débat est large, donc j'ai essayé de le resserrer un peu. Aujourd'hui, on va s'intéresser au R&B. Pour ça, j'ai invité Dego du R&B. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais il y en a une autre qui va arriver. C'est Au Culture, le podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, moi c'est Swan, je fais du contenu autour de la musique, du R&B et des concerts. J'aime bien nommer soldat du R&B parce qu'à chaque fois qu'il y a du R&B quelque part, il y a de fortes chances pour que j'y sois. Donc je suis trop contente d'être là, merci pour l'invitation. De rien, merci à Ouais. toi d'avoir accepté. Donc ici, on va parler du R&B, donc c'est pour ça qu'elle est là. Elle dit quand il y a du R&B, elle est là. Toujours. Je vais commencer par une question simple dont on a déjà un peu parlé en off du coup. Ouais. Est-ce que pour toi, le R&B, c'était meilleur avant? Et ça c'est une grosse question, Ouais. mais objectivement je peux dire oui quand même parce qu'on a eu des gros albums, des gros titres, des classiques. Et je pense il y a une période qui a façonné le genre et qui est très ancrée. Donc forcément, il y a une attache qui est plus haute. Après, objectivement, Mhm. est-ce qu'il y a encore des bonnes choses qui se font? Oui! Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. C'est Donc, important de dire qu'il y a encore des ouais. bonnes choses qui se font. Ouais, Mais totalement. quand tu dis que c'était meilleur avant, est-ce que tu penses à la qualité des sons? Est-ce que tu penses à comment on écoutait les chansons? Est-ce que tu penses à une période de ta vie? À mon avis, tu vois, on est tous reliés à la musique vis-à-vis de notre vie, tu vois, comment tu l'as découverte. Déjà, toi, par exemple, c'est quoi ton premier morceau de R&B auquel, tu vois, les premiers souvenirs de R&B que t'as, tu vois? Ok. Moi, moi, je suis très busy. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Voilà, c'est ça Moi, je aussi, tu suis vois, ça dépend de la moi, personnalité, vachement. quand il y a un marqueur de temporalité sur une chanson, c'est fini. Tu vas me dire A ou B, je vais dire c'est meilleur. Premier souvenir, moi, c'est je rentre de l'école. Ma mère, elle a un ordinateur. Mes sœurs, elles aiment de fou la musique. Elles prennent des clés USB à l'école. Elles reviennent. Elles mettent des chansons. Je Ouais. tombe sur Bidet de Beyoncé. Qui fête J'écoute. ses 20 ans. Qui fête ses 20 ans. Ouais. J'écoute. Je me dis, ah, c'est trop bien. Donc, c'est vraiment mon premier rapport avec le fait de voir un album de mes propres yeux, de voir la tracklist et de dire, OK, là, il y a ce son, là, il y a ce son, là, il y a ce son. Mes premiers albums, c'était Bidet. C'était là où de Rihanna aussi, il y avait dans l'ordinateur. Des albums de Booba, La Fouine, Section d'Assaut, bref. Mais tu vois, ces albums-là, ils sont un peu dans mon panthéon et c'est intouchable. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'on a une sorte de liaison avec la musique. Moi, tu vois, si je réfléchis à mes premières interactions avec le R&B, moi, j'ai une famille qui écoute beaucoup de musique. Donc, du coup, j'ai été inculquée aussi avec... Mm. moi, j'ai été élevée Michael Jackson déjà. Ma Ok. mère, depuis qu'on est né, on écoute Michael Jackson, tu vois. Donc, il y a ce truc-là où j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais petite. Mais vraiment, les premiers souvenirs de R&B, pour moi, c'est mais un peu français, hein, genre tragédie, Mm. Willy Denzé, tous ces trucs-là où moi, je m'éclatais. Ariane Receiver aussi, vraiment les tout débuts, en tout cas moi, comment je me souviens. Donc tu vois, je suis un peu plus âgée que toi, mais B-Day, ça arrive après. Par contre, Dangerous in Love, Ouais. les Destiny Child, Mm. le clip, parce on n'a pas parlé de ça, mais le visuel, où Ouais. avant, on regardait énormément les clips. Moi, ma culture musicale, je l'ai faite à la télé aussi, tu vois. Il y Mm. avait beaucoup ma famille, ce qu'elle écoutait, mais la télé. Et donc, pour revenir au sujet, parce que là, on s'écarte un petit peu, je pense que surtout, la musique n'est pas faite de la même manière et nous, on n'écoute pas non plus de la même manière. Tu vois, on parlait du fait que maintenant, les albums, ils ont du mal à vieillir, Ouais. alors qu'avant, un album, tu l'écoutais jusqu'à l'épuisement, en fait. Mm. Tu étais là, tu avais ton Walkman. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. L'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait, lui, écouter de la musique tout en jouant au golf. T'avais le CD, les écouteurs, les MP3. Et MP3, ces petits baladeurs numériques qui permettent de télécharger des disques, d'écouter de la musique en toutes circonstances, deviennent l'objet d'une féroce bataille. T'écoutais jusqu'à... Alors que maintenant, c'est plus du tout comme ça. En fait, notre consommation, elle a radicalement changé. Nous, en tant qu'auditeurs, on a radicalement changé aussi. Donc, je pense qu'il y a ça. Et il y a une autre chose, c'est que la musique n'est plus faite de la même manière. Tu vois, il y a plus ce truc aussi, on prend le meilleur batteur, on prend le meilleur guitariste, on prend telle personne et on va créer un son. Tu vois, il y a eu l'essor aussi des producteurs et tout.
Et il y en a plein dans le R&B qui ont marqué leur genre. Genre là, juste en disant ça, j'ai pensé à Dark Child, tu vois, où en fait, c'est toute une époque avec un son bien précis. Et donc, pour moi, c'est un peu l'âge d'or qu'on a eu. Ok. Donc, Ok, mais du coup, il y a aussi un facteur, du coup, parce que c'est des chansons qu'on a écoutées étant jeunes, c'est des chansons qu'on a écoutées pendant la construction de notre personnalité, qui n'est pas encore finie. Est-ce qu'on peut être objectif avec la musique qu'on a découvert quand on était jeune? moi, je sais pas. Hein. Moi, Moi, je j'avoue, pense- je suis pas objective. Hein. Ah ouais. Ah, il y a des trucs, je suis là, non, non, mais ça, c'était trop bien. Et après, en fait, tu vois, même sur certains albums, des fois, je réécoute et je me dis, bon, si je le jugeais aux critères comment je suis Ouais. dure aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas autant apprécié. Mais c'est parce que c'était une époque où on écoutait, on appréciait juste la musique. Donc, en fait, il faut aussi qu'on arrive à redevenir des auditeurs classiques, tu vois. Ok. À juste apprécier de se dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Parce qu'il y a des trucs mauvais. On va pas se mentir, il y a des trucs mauvais, mais il y a des trucs bons. Et à un moment donné, il faut aussi savoir s'ouvrir musicalement. Je pense que ça s'entraîne parce que le cerveau, il est réconforté aussi par ce qu'il connaît. Tu vois, on a tous nos albums, nos chansons un peu doudou, où on y Ouais. retourne tout le temps. Mais plus tu t'entraînes, en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait, plus tu écoutes de nouvelles choses, moins c'est dur d'écouter des nouvelles choses. Plus tu vas être dans ton truc, non, moi, j'écoute que ça, j'ai du mal à écouter d'autres choses, j'ai du mal à m'ouvrir, plus ça va être compliqué pour toi. Donc, en fait, tout est question d'habituer son cerveau à aussi découvrir des choses, à être curieux, à s'ouvrir musicalement, tu vois, et juste prendre du plaisir. En fait, de base, c'est fait pour ça. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu as dit sur la manière d'écouter un album, parce qu'il y a ce truc aussi de, bah, surtout aujourd'hui, on va un peu plus être dans l'analyse plutôt que juste dans le fait de, vas-y, on lance un album et on écoute. Donc je pense que quand, bah, par exemple, moi, quand j'écoutais Bidet, j'étais pas à me dire, ok, elle a samplé qui sur ce son, ok, Ouais. là c'est comment, pourquoi il y a ce choix-là, Ouais, pourquoi on a... ouais. Et t'étais juste là en mode, t'écoutes la musique, et c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu prendre ce recul de... Vas-y, je dis ça alors que là, on est en train de faire un podcast sur la musique. Non, mecs sont- au début, on s'est assis pour parler de musique et on est là en mode ouais, non, mais faut Mais- mieux prendre le jeu. Mais c'est vrai qu'il faut un peu dissocier. Ouais. Et comme tu disais en off, juste dire en vrai de vrai, c'est de la musique. À la Viens, fin de on la journée, écoute, at on the end of chill the et day. tout. Ouais. Mais on a fait ce débat en se recentrant sur le R&B. C'est intéressant parce que je trouve que c'est l'un des genres les plus nostalgiques. On est tout le temps là en mode soirée années 2000, ah, le R&B des années 2000, Usher, Mais etc. c'est un piège, moi, je trouve. Hein. Moi aussi, je trouve que c'est un piège. Parce- Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'on est aussi nostalgique avec les années 2000 dans le R&B? Je pense qu'il y a toute une imagerie aussi. Ouais. Tu sais, ça nous a matrixé aussi, le style. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais le style, années 2000, l'imagerie, années 2000, moi, je pense à des figures comme Alia, où, tu sais, directement, tu peux visuellement... En fait, le visuel, le son, tout a matrixé toute une Ouais. génération. Et comme tu l'as dit au début, c'est une musique avec laquelle on s'est construit, on a grandi. Donc, je pense que l'attachement, il est plus fort. Je crois que j'avais lu une étude qui disait que pour les filles, je crois que c'était 12-13 ans, et que les garçons, 15-16 ans, en fait, c'est la période qui va te marquer le plus en musique. Donc, en fait, cette période-là, où tu as écouté tel son, c'est ce qui va faire ce que tu es plus tard. Donc, je pense qu'il y a un lien qui... On peut pas dissocier. Et comme tu as dit, c'est un genre qui est archi nostalgique, mais je pense aussi par les mélodies, tu vois, par les instruments choisis. Tu vois, c'est une volonté aussi. C'est intéressant ce que tu dis, surtout sur le piège, parce que moi, maintenant, j'ai l'impression que, à force de dire ça, mais que ce soit dans les artistes ou dans les auditeurs, il y a une envie de revenir dans cette époque-là, en faisant de la musique. Alors que moi, je pense qu'on peut être nostalgique, mais dans le sens, si la nostalgie, elle est là, c'est aussi parce que c'est passé, en fait. Et qu'on ne veut pas forcément réécouter ces choses-là et qu'on ne veut pas forcément être dans des caricatures de cette année-là. Ouais, totalement. Mais parce qu'en fait, tu te dis, pourquoi j'irais écouter un truc qui a déjà été fait très bien et le réécouter maintenant, tu vois. Je pense qu'il y a besoin d'une actualisation, tu vois, sans oublier les fondamentaux. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous, en tant qu'auditeurs d'R&B, on est très dur. Ouais. Je pense qu'on a un public et un genre qui se veut exigeant, dans le sens où il y a des codes à respecter, entre guillemets, il y a des choses qu'on attend du R&B. Moi, j'aime entendre, tu vois, de certaines mélodies, certains accords, j'aime bien les retrouver. Maintenant, est-ce que je les veux exactement calquer années 2000? Tu vois, des fois, j'entends des trucs, je suis là, oh, ça sonne trop années 2000. Ouais. Tu vois, enfin, on est en 2026, en fait. C'est vrai qu'on est en 2026. En fait, tu vois. Mais surtout, ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup fait en France.
Tu vois qu'aux États-Unis, justement, c'est vrai qu'il y a cette nostalgie qui peut revenir à certains moments, mais on a aussi un R&B qui a beaucoup évolué, Ouais. qui a eu beaucoup d'autres influences, etc. Et que des fois, tu peux avoir une Kehlani qui va faire un album et qui va te rappeler un peu, mais tu sens quand même que c'est d'actualité, c'est sorti en 2026, tu vois. Mm. Mais en France, justement, j'ai l'impression qu'il y a un truc caricatural, en fait. Que quand tu veux faire un son R&B années 2000, Mm. on se dit pas, ah, c'est un son R&B années 2000, on se dit, ah ouais, ok, d'accord, lui, il voulait vraiment être dans la caricature. Ouais, mais il y a un peu ce truc, ah, lui, c'est un vendeur des Ouais. steaks et tout, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense aussi que malheureusement, vu que c'est un genre qui est difficilement identifiable, en tout cas quand tu connais pas, Mm. c'est que pour que ça sonne R&B, on va te foutre un truc années 2000. Comme ça, Ouais. tu le reconnais, tu te dis, ah, ça, c'est du R&B, un peu les accords années 2000, tu vois. Et pourquoi je pense que c'est un piège? C'est parce que aussi, des fois, au niveau des événements, il y a beaucoup ce truc de on remonte le temps, on fait une Ouais. soirée, t'en as parlé, tu vois, il y Ouais. a beaucoup de soirées autour années 2090 et tout, mais le problème, c'est que les gens, ils veulent pas changer, ils veulent pas changer le disque, tu vois, et ça, peut-être que c'est un problème peut-être purement français, dans le sens où peut-être que la proposition à côté, elle est pas encore assez forte, mais tu vois, je suis optimiste parce que je vois de plus en plus de choses qui se font avec des choses actuelles et qui sont dans le sens de pousser quelque chose d'un peu plus actuel, tu vois, donc pourquoi moi aussi, je me pose la question, si t'as la réponse... Non, mais est-ce que aussi il y a ce truc où peut-être que c'est un peu trop tôt pour enterrer ces années-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le R&B des années 2000, des années 2010, s'il est remplacé, il est remplacé par quelle sonorité? C'est quoi qui identifie le nouvel R&B? Franchement, il y a tellement de fusion. Là, maintenant, pour moi, ça devient de plus en plus hybride, tu vois. C'est normal, il y a plus d'afro parce que nous, on est afro-descendants, on a une diaspora qui est beaucoup plus afro aussi. Tu vois, il y a notre héritage, entre guillemets, français qui fait que bah, ça va un peu plus se mélanger. Donc, peut-être que c'est la suite. Mais je pense qu'il y a plein de teintes qui sont possibles. Maintenant, Mm. c'est de savoir quel chemin va être pris en majorité et est-ce qu'on va pas perdre? Tu vois, il y a aussi cette question-là, Ouais, tu vois, du coup. Donc, ok. C'est intéressant. Avant de continuer, on va accueillir la deuxième invitée. Donc, moi, c'est Pouki. Je suis analyste musicale. Je parle de musique sur les réseaux, en particulier de musique noire, donc tout ce qui est R&B, hip-hop, soul, funk, etc. Et oui, bah, c'est pour ça qu'on m'a invitée aujourd'hui. Et merci pour l'invitation d'ailleurs. Merci à toi d'avoir accepté. On était en train de parler des années 2000, des années 2010 et de la nostalgie en R&B. Mhm. La question, c'était est-ce que c'est pas trop tôt, justement, pour oublier ça? Et si c'est pas assez tôt, à quoi ressemblerait le nouvel R&B? Tu parles du R&B des années 2020, du coup. Ouais, Je pense sincèrement, je me pose cette question très souvent et je pense sincèrement qu'on n'a juste pas assez de recul en fait. On est en plein dedans. Ce Ouais. qui fait qu'on peut pas, on voit quelques changements, mais tu sais, en fait, le public R&B, c'est tellement un public de puristes de merde que genre, on est braqué. Dès que quelqu'un essaye de changer un petit peu et d'innover, on se braque, on se dit, ah, ça, c'est pas du vrai R&B, tu vois. Et je pense que cette exigence, elle vient du fait que que ce soit les Noirs américains, les Noirs caribéens, africains, peu importe, on a l'habitude de se faire voler nos genres. ok. Donc, et le R&B, c'est un genre qui est beaucoup plus difficile à caricaturer que par exemple le hip-hop. Il ne s'agit pas juste de mettre un durag et des grills, etc. et de dire qu'après tu fais du rap, tu vois. Non, c'est intrinsèquement noir, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que le public est très, très, très exigeant parce qu'ils savent très bien que plus on baisse les critères, et plus tout le monde peut faire Ouais. et dire que c'est du R&B, tu vois. Et on a vu ça pour beaucoup de genres. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les fans de R&B sont des puristes de merde et sont autant accrochés aux valeurs du genre parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit réapproprié de la mauvaise manière. Enfin, il n'y a pas de bonne manière d'approprier. Des fois, on laisse... Voilà, c'est ça. Des fois, on laisse à chacun ce qui appartient à chacun. Mais genre, je pense que ça vient de là. Et en ce qui concerne la décennie des années 2020, je ne suis pas encore sûre. Comme j'ai dit, j'ai pas assez de recul. Et j'entendais ce que tu disais tout à l'heure. Swan, t'as dit il y a des influences afro-caribéennes, etc. Pour moi, c'est ça qui domine en ce moment qu'on se Ouais. le dise.
Mais j'attends quand même de voir. Je pense dans 5 ans, j'aimerais bien, non, même dans 10 ans, j'aimerais bien voir comment les gens définissent vraiment le son. Genre, c'est facile de reproduire les années 2010, c'est facile de reproduire les années 2000 et tout, tu vois. Mais 2020, là, je suis encore... j'ai pas envie d'être une puriste de merde. Je suis un peu... En fait, soyons, parce que comme je disais, on a un public difficile et je pense que tu l'as très bien dit, c'est qu'on tient à ce que le genre il soit pas dénaturé et que ce soit pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi, parce que c'est ce qu'on voit et ça nous chagrine en fait. On se dit, ah, ça c'est du R&B, on est là, girl, that is not. That is not, baby. That is not. Parce que vraiment, je répète quand même, ce qu'ils ont fait avec le hip-hop, je trouve ça méchant. Hein. Et on n'a pas envie qu'il se Ouais, passe ça la arrive, même ça. chose. Tu vois, ils ont pris, ils ont vidé, après ils Ouais. ont tège. Ils ont dit, ah, vous ne nous intéressez plus. Non. Ils vont pas faire ça avec le R&B. En tout cas, je le sais C'est pas. intéressant, mais justement, quand tu parles de est-ce que ce sera possible, par exemple, de reproduire le R&B des années 2020, bah, j'ai l'impression que, vu que là, on est dans un truc où tout est mélangé. Donc, si tu as un genre de musique, il faut qu'il y ait un autre genre encore qui soit... Tout est un peu alternatif, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça fait que, pour moi, ça va être difficile à copier parce que est-ce qu'on aura un archétype, en fait, R&B 2020? Mais moi j'ai l'impression que ça existe plus les archétypes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis vois ça. ce que tu veux dire. Moi Dans aussi, le je vois sens ce que tu veux où dire. il y a une espèce d'hybridation Ouais. et que les artistes veulent de moins en moins avoir de cases. Et je trouve que, tu vois, ça a double tranchant. Parce que d'un Ouais. côté, je trouve que ça apporte de la liberté, tu vois, ils ont le droit d'aller sur d'autres terrains et tout. Mais d'un autre côté, ça fait que on sait plus les limites, tout est flou, tu vois. Mm. Donc je pense que... C'est très vrai, ça joue beaucoup. Et aussi, il y a de moins en moins d'artistes. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié la démarche de Kehlani. Il y a de moins en moins d'artistes, en tout cas aux États-Unis, etc., qui veulent vraiment représenter le R&B Mm. sans dire, par exemple, non, mais je suis pas que R&B, les gars, Ouais. et tout, tu vois. Parce que d'un côté, comme tu disais, je comprends les artistes dans le sens où on veut pas enfin, t'as pas envie d'être dans une case, etc. Et c'est vrai que le public R&B, parfois, dès que t'essayes un petit peu, il va t'accrocher et tout, il va t'attraper. Mais d'un autre côté, pour ce genre a besoin de fervents défenseurs, tu vois. Ce genre a besoin de leaders, de personnes qui abandonnent pas et qui n'ont pas honte de représenter le R&B, parce qu'il n'y a pas de honte à représenter une musique aussi belle et qui a autant inspiré et aussi puissante, même en termes de vibration et tout. Il n'y a pas de honte. Genre, il y a vraiment rien de mal à ça. Donc, je pense aussi c'est ça qui manque, et des albums culottés. Des albums vraiment culottés, qui se reposent pas que sur la nostalgie, ou qui ont une manière subtile de se reposer sur la nostalgie. Tu vois, il faut pas que ce soit trop évident. Tout à l'heure, avant de venir, j'écoutais... il y a un son de Léon Thomas qui est sorti avec... j'ai oublié, là, mais c'était en feat Léon Thomas. Et du coup, après, j'ai laissé ma playlist Spotify continuer, lecture aléatoire, là. Et j'ai fait que skip. Boum, sample, boum, sample, boum, sample. Mais sample sans aucune finesse. Genre hyper reconnaissable et tout, tu vois. Et j'étais là, donc c'est ça, en fait, les nouveaux sons que vous nous proposez, là. Genre, tout le monde a la flemme de vraiment se creuser la tête. Et... La proposition. On veut de la proposition. S'il te plaît, là. On a dit, on est des puristes de merde. Non, mais en plus de ça, on va essayer de revenir un peu en France, justement, où les gens aussi parlent de R&B des années 2000 et R&B des années 2010. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie d'écouter un son R&B français, si on arrive déjà à le définir, mais avec des codes des années 2000-2010 ? Pourquoi faire, en fait? Non, mais moi, je me demande... En fait, je pense qu'il y a moyen de faire des clins d'œil sans être obvious, tu vois. Et moi, c'est le juste milieu que j'essaye de rechercher, en fait. Faut doser. Dans tout, faut doser. C'est juste trouver un juste milieu où tu y trouves ton compte, où tu peux faire des clins d'œil parce que tu aimes cette période-là, sans pour autant calquer, caricaturer et ressortir quelque chose qui, au final, va pas être digeste, parce que on va être concret. Est-ce que tu vas aller streamer ou écouter un son que tu connais une version meilleure? Tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Donc,
En tout cas, pour moi, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Genre, no shade et tout, tu vois. Genre, si par exemple, dans l'album, il y a un son où vraiment c'est années 2000, c'est obvious et tout, ok. Mais si tu me fais que ça devient un gimmick, ça devient caricatural. Et autant aller écouter les vrais artistes des années 2000 qui faisaient ça mieux, vu que c'était leur période, tu vois. Genre, on n'a pas envie d'écouter. Enfin, après, bon, je veux pas qu'on soit trop dur non plus avec les chanteurs de R&B français et tout. Parce que bon, il y en a qui sont très, 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 très bien. Mais, tu sais, parfois, comme le R&B français, on a besoin plus de l'éduquer. On est en train de façonner ce à quoi ça va ressembler. Et oui, ça vient des États-Unis, mais on n'est pas obligé de faire exactement, genre du copier-coller. On doit aussi trouver notre sonorité, ce qui nous différencie, tout en respectant les codes. Et ça, c'est un exercice très difficile à faire. Mais c'est un exercice aussi, une fois que tu y arrives, là, tu obtiens du respect. Parce que justement, on sait tous à quel point c'est difficile et que la plupart des gens font juste du copier-coller et ça s'arrête là. Et comme disait Swan, dans ce cas-là, je vais écouter les anciens. Ouais, non, je pense que oui, c'est vraiment Déjà, il y a la comparaison R&B français et R&B américain qui fait que la plupart des gens veulent du R&B français qui soit une traduction du R&B américain, alors que c'est un genre où c'est pas les mêmes réalités ici, on n'a pas grandi avec les mêmes influences forcément, et comme tu as dit, il y a des sonorités afro, il y a la diaspora qui entre en jeu, donc forcément ça va pas sonner pareil. Mais une fois que ça sonne pas pareil, les gens ils vont se dire ok, mais c'est pas ça le R&B que j'écoute, c'est pas ça le R&B que j'écoute, pourquoi c'est pas comme ça? Donc je pense que la nostalgie, elle joue un peu aussi contre nous. Et surtout dans le R&B français, moi je sais que des fois, il y en a qui sont très bons, comme tu as dit. Mais des fois, quand j'écoute, je suis un peu en mode... je sais, j'ai compris que tu as écouté ça, que tu voulais... ok, j'aime bien Usher, ok, nanana, mais en vrai de vrai, il faut une essence qui te montre qu'en fait, ok, on est en 2026, là, j'écoute un son qui est en 2026. C'est dans l'air du temps. Je pense que ça, c'est un gros problème que la nostalgie, elle ramène. Je suis d'accord. Et si je peux me permettre aussi, je pense que il devrait aussi s'éduquer un peu plus en termes de culture musicale. Parce que du coup, si vous faites tous des cosplays des années 2000, vous avez très vite tous les mêmes refs. Et vous allez très vite tous vous ressembler. J'ai compris, hein. The Vocal Bible, je sais que t'aimes Brandy, tu vois. Mais tout le monde aime Brandy. Donc, ça veut dire que vous allez tous sonner comme elle en version française. Et dans ce cas-là, il n'y a personne vraiment qui se différencie. Et si t'aimes Brandy, on va devoir te mettre au standard aussi de Brandy, tu vois. Et pareil, tu disais tout à l'heure, Usher. Je sais que c'est vraiment les goûts du R&B et tout, mais trouver aussi d'autres refs, d'autres sons, s'intéresser vraiment, sortir un petit peu de sa zone de confort, etc. Et ne pas rester, comme on disait, ne pas rester enfermé dans une caricature. Parce qu'au final, tu en perds ton identité. Et ce qui compte dans la musique, peu importe le genre, c'est l'identité, le fait qu'on puisse qu'on puisse te reconnaître, que tu puisses te démarquer des autres. Et c'est comme ça que tu forces le respect. Parce qu'au début, les gens, ils n'aiment pas. Ils sont déstabilisés. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, ils commencent à kiffer. Et toi, tu es juste resté toi-même. Donc, en vrai, je pense que trouver son identité, je trouve que c'est la meilleure des choses. Parce qu'après, tu trouves ton identité et puis les gens copient. Et tu peux dire, ça vient de toi. C'est ça. Et puis, en plus, on en parlait un petit peu avant, mais c'est ça, c'est vraiment proposer des univers, proposer des choses où les gens, ils peuvent s'accrocher. Parce que de la bonne musique, il y en a. Il y en a énormément. Des gens talentueux, il y en a énormément. Franchement, le nombre de personnes que j'ai vu, des scènes ouvertes, des open mic et tout, qui chantent super bien. Mais là, la question, elle est au-delà. C'est qu'est-ce que tu apportes, en fait? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu développes un univers? Est-ce que je peux te reconnaître, en fait? Est-ce que de manière auditive, de manière visuelle, j'arrive à te situer? Parce qu'il y a tellement d'artistes que c'est super difficile. Et juste de faire ce pari-là, de se dire, OK, peut-être, je vais essayer, en fait, d'essayer quelque chose. Mais après, c'est dur. Franchement, on le dit, encore une fois, c'est super dur. Nous, on est là, on parle. Moi, je sais pas chanter. Je sais pas faire de la musique. Nous, on est des auditeurs et on kiffe, tu vois. Mais c'est hyper dur. Mais il faut faire ce pari-là pour pouvoir, comme tu as dit, construire quelque chose sur le long terme. Parce qu'au final, ils vont tous sonner pareil. Et ça, on n'a pas envie non plus, tu vois. On veut avancer, on veut des meilleures choses. C'est intéressant, très intéressant. Mais surtout de c'est la pour part ça de que je fans. vous Les fans de R&B, vous avez vu les puristes? C'est vraiment des puristes. À cause de la nostalgie, surtout dans le R&B, moi j'ai souvent entendu la phrase « le R&B est mort ».
Le R&B est mort, il n'y a plus d'R&B, c'est ça vos sons R&B. Est-ce que pour vous, le R&B est mort ou juste il est très différent de ce que les gens veulent entendre? Je pense que le R&B, il n'est pas mort. Je pense qu'il est en pleine... il se transforme, il mute, il évolue et tout. Et comme je disais juste avant, on n'a pas le recul nécessaire. Et oui, je suis une puriste de merde, mais il faut bien se rappeler qu'il y a eu des puristes de merde dans toutes les époques. Donc, ça veut dire même je suis sûre, dans les années 90, il y avait la décennie que beaucoup considèrent comme l'âge d'or du R&B. Moi, je suis sûre qu'il y avait des gens qui disaient « Non, mais c'est quoi ça? D'Angelo, il joue à quoi, là? Non, mais c'est pas ça, le R&B. Qu'est-ce qu'il ramène et tout ?» Je suis sûre qu'il y a, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui se sont plaints en disant que oui, le R&B était mort, etc., dès qu'ils voyaient un petit peu une évolution. Certes, moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'était quand même mieux avant. Après, peut-être c'est la nostalgie. Et aussi les canaux de diffusion et l'exigence qui a baissé. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais je ne trouve pas que le R&B est mort. Il y a encore de très belles propositions. Il y a de très, très bons albums. Personnellement, il y a des albums qui sont sortis en 2020 que je considère comme des classiques personnels. Donc, à partir de ce moment où j'arrive toujours à avoir des classiques personnels dans un genre qui m'a toujours parlé, je ne peux pas dire qu'il est mort. Et moi, je trouve que ça se mesure aussi sur d'autres choses. C'est le nombre de choses qui sont faites autour du R&B. Parce que, tu vois, avant, peut-être, il y avait moins d'initiatives autour. Là, on en a de plus en plus. Donc, comment je peux dire que le genre est mort alors que moi, à côté de ça, dans la réalité, je vois de plus en plus de gens en parler, de plus en plus de gens l'écouter aussi, le vivre. Et tout ça, c'est des marqueurs que ça, comme tu dis, ça se transforme. Et je pense qu'il y a une expansion. Et d'où la nécessité d'être attentif pour que ça reste quand même quelque chose auquel on s'identifie et tout. Parce qu'au final, moi, je trouve que le R&B, c'est une musique qui rassemble et surtout qui nous fait vivre des émotions dans lesquelles où on se retrouve, en fait, où on va se dire « Ah, en fait, ça, c'est mes gens. » Moi, quand je suis dans une pièce du R&B, je suis là « Et eux, c'est mes gens. » En fait, on se comprend au-delà de juste « Vas-y, on écoute de la musique et tout. » C'est qu'il y a une espèce de réalité commune et tout. Donc, pour moi, c'est pas mort. Et comme il dit King Boys, moi, j'aime bien sa phrase. Hein. Il dit « Ouais, le R&B n'est pas mort, c'est toi qui dors. » Je suis d'accord avec ça. C'est dans le sens où c'est un genre, il faut le chercher. Ça va pas forcément tomber du ciel, mais peut-être pour d'autres trucs. Mais là, en fait, il faut avoir les infos, il faut aller chercher, il faut connaître et tout. Et moi, j'espère. Là, il y a des artistes, je me dis, j'espère ils vont péter, quoi. Ils vont sortir leur son. Je serai là pour les défendre à mort. Qui ça? Donnez des noms. Zach Willy. C'était évident, mais vraiment. Zach Willy. Oh vraiment, là là vraiment. là là Mais il y là. en a plein, tu vois. Enfin, même Nouline, là, je parlais d'elle parce que aussi, visuellement, tu vois, elle apporte quelque chose. Je suis là. En fait, on a envie. On a envie que vous réussissiez. Zach Willy, vraiment, Ouais. vous dormez, mais d'une manière... Oh là là, je sais pas si c'est les somnifères, la mélatonine ou whatever, mais réveillez-vous. Genre, c'est pas possible. En fait, de savoir que la France a un talent comme ça, elle a une voix où tu... je suis désolée, hein, peu importe, t'es obligé de croire en Dieu. Elle transforme les athées. Non, mais... je te jure, c'est une dinguerie d'avoir une voix comme ça. Et il y a Michel aussi. Ah oui. Oh, Michel. Oui. Oh, Michel. Énormément de goût en plus. En termes de sonorité, que ce soit en anglais, que ce soit en français. J'adore sa plume. Sa plume, elle est très d'actualité. Elle est super directe, mais en même temps, elle est très drôle. Et c'est jamais de mauvais goût. C'est très générationnel et tout. Franchement, Michel et Zach Willy, Bénédicte aussi. Oh, Bénédicte. Non, mais en fait, il y en a trop. C'est pour ça que je dis que moi, je rencontre, je vois, j'entends des talents. Je me dis non, en fait, on a ça en France et les gens préfèrent dormir et écouter, excusez-moi, de la merde. Ok. Sans vouloir être On hautaine est dans le puriste de merde de toute façon. mais, donc. tu vois, genre des fois je me dis je pense que tu vois TikTok aussi a été responsable de cette façon de consommer la musique et de faire de la musique où en fait on a que des top lines, des hooks, des moments où en fait tu sens des fois j'écoute des sons, je me dis ah ok ça a été fait pour TikTok. Et c'est frustrant parce qu'il y a des gens qui sont archi talentueux, qui vraiment font des choses qualitatives, elles n'ont pas encore la plateforme pour. Donc j'espère et vraiment je suis grave optimiste et c'est pour ça que je dis il y a plein de choses qui sont autour, mais c'est à nous aussi en tant qu'auditeurs de donner la force, de se déplacer, d'aller aux événements, de payer nos places de concert, de consommer vraiment cette musique-là parce que moi j'entends dire ouais mais ici hein, donne ton téléphone. Est-ce qu'il y a un son de R&B français même actuel? Tu vois? Moi des fois je demande aux gens, je dis ouais vous êtes là, vous vous plaignez, fais voir ton téléphone. Ça tu connais, ça tu connais, ça tu connais. Non, faut faire vos devoirs aussi.
On est là, on pousse. Mais à côté, il faut aussi être curieux. Et après, la plateforme, elle viendra, je pense, avec le temps. J'espère. Oui, mais il va falloir forcer. On va ça faire. Ça va être un très Comptez grand sur nous. combat. Non, mais oui, on va Ouais. faire. Mais c'est... C'est dur. Franchement, non, c'est ça dur. va être compliqué. Et en plus, sachant que nous, on a quand même la chance d'être en Ile-de-France. Je tiens à préciser, For real. niveau Ouais. event, Ouais. niveau event R&B, franchement, on est bien. Je sais pas comment ça se passe autre part, mais no shade, mais je sais pas, à Royan ou à Pau, je pense pas que il y a autant d'events R&B qu'en Ile-de-France et tout, tu vois. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, mais justement, on va essayer de pousser ça au maximum Ouais, pour que les vraiment. gens se rendent compte. Je vois que quand même, il y a un petit intérêt. Genre, j'entends un peu Ouais, plus ouais. le R&B dans les bouches de certaines personnes. Je vois, tu connais ça, toi? Genre, Mm. ça t'intéresse? Mm, Ah, mm. ok, tu vois. Donc, je vois que ça revit un petit peu. Enfin, une certaine renaissance, du coup, Mm. je dirais. Shout out à R&B Renaissance. Parce que tu peux pas dire qu'il n'y a pas de R&B en France si tu suis pas R&B Renaissance, en fait. Si tu suis pas la page de R&B Renaissance. Là, on va arriver un peu sur les dernières questions. Peut-être que ça va chauffer un peu. Là. Non, mais moi, je voulais dire aussi la nostalgie dans R&B et surtout en France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que ça vient d'un manque un peu un manque de culture et aussi un manque de volonté d'aller vraiment chercher c'est quoi le R&B, qu'est-ce qui se fait en ce moment et est-ce que j'aime? Est-ce que quand on n'a pas un truc comme Les Flammes voilà, il y a énormément de gens qui regardent et qui dit que R&B Boy, c'est la preuve que le R&B français est en renaissance et tout, etc. Est-ce que c'est pas justement ça qui joue un peu contre le R&B actuel? R&B Boy. Non, Est-ce qu'on se lance dessus, là? Non, après, R&B Boy, no shade. J'ai vu plusieurs fois qu'il a rectifié, qu'il a dit que son nom, c'était pas... Ouais, c'est RN, Ouais, Attaque voilà, des Titans et tout. c'était RN, je sais pas quoi et tout. Et qu'en plus, bah vas-y, il a 19 ans, c'est un petit peu tout ça. Donc, va pas lui tomber dessus. Mais il y avait quand même une petite envie de jouer un peu quand même sur les mots. Genre, Moi, je pense un que petit peu. c'est un petit peu aussi fait pour créer de la confusion. Bah oui. Même s'il a rectifié, etc. Je pense qu'au-delà, même lui, de son cas à lui, parce qu'en soi, moi, j'ai aucun souci avec sa musique qu'il fait. Il est fort dans ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait. Tant mieux, fais ton truc. Ça correspond à des auditeurs, il y a des gens qui sont là pour écouter ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, le problème, et là où je trouve que tu as raison, c'est pourquoi des médias qualifiés en musique vont reprendre et dire tenez, on vous sert sur un plateau, ça c'est un artiste R&B. C'est là où, tu vois, là ça me frustre et je me dis non, en fait, faites bien vos devoirs, les gars. On sait qu'il y a, en fait, il n'y a pas ce qu'on peut retrouver chez d'autres artistes qui se revendiquent R&B, qui font du R&B. Moi, j'ai aucun souci avec des personnes qui vont avoir des influences R&B dans leur musique. Mais en fait, quand tu as des artistes qui vraiment représentent, revendiquent et font le genre, comment tu vas prendre quelqu'un d'autre et le mettre en tête de file? Ça, tu vois, ça me pose problème. Là, sur le coup, c'est vraiment, je me dis, mais pourquoi? Surtout qu'il l'a dit. Non, mais Il vraiment. l'a dit. Vraiment. C'est même pas on C'est vrai qu'il force l'a et tout. dit, Il ouais. l'a dit. Il fait pas du R&B. Et pourtant, ça continue encore à le mettre dans, oui, playlist miel, je sais pas quoi, R&B. Non! Mais même sur des scènes, sur des scènes dites R&B par des instances, on va le mettre en tête d'affiche. Non, bah, franchement, c'est chiant, en fait. C'est frustrant parce que je me dis, pour toutes les personnes qui travaillent dans ce genre-là, bah, on se dit, en fait, on est là, on fait les efforts pour, et au final, on voit que c'est... On s'en fout. Ouais. On s'en fout. Nous, on a envie de dire, lui, c'est R&B, vous allez faire quoi? Vous allez rien dire. Et bah non, on va dire non. Jusqu'à... On va pas arrêter de dire non, ça en est pas, en fait. Tu peux avoir des inspirations. Ça fait 2 ans, on dit non. Non, mais à un moment donné, non, tu vois. Et c'est OK, ça veut pas dire ce qu'il fait, c'est mauvais, tu vois. Enfin, chacun, s'il est fort dans ce qu'il fait, il y a pas de souci. Fais ce que tu veux. J'ai vu très peu de gens parler mal de sa musique. Tu vois, Genre, franchement, c'est pas lui c'est en pas- lui-même. non. C'est pas lui le problème. C'est juste, c'est pas du R&B. Voilà, fin. Simple. Elles ont raison. Non, mais simple. Non, mais moi, je suis d'accord, c'est que la musique qu'il fait, elle est pas mauvaise et tout. Il fait de la bonne musique, mais c'est juste En plus, il a rectifié, il a vraiment rectifié, et de voir que tu as une scène comme, une institution comme, par exemple, les Flammes, qui disent, OK, lui, c'est la preuve que le R&B français renaît de ses cendres et tout. Je pense que ça joue contre
comment les gens y voient le genre, qu'est-ce que c'est le R&B pour eux. Mais bon, vous maintenant, est-ce que vous êtes nostalgique? Pas forcément de tout le R&B, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans le R&B? Et qu'est-ce qui vous manque? L'amour. Genre, vraiment. On est fatigué de la toxicité. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'en 2026, ils sont en train de le comprendre un petit peu. Je vois plein de titres qui valorisent l'amour. Par exemple, Six Lack, là, je vais jamais dire Black. Je vais jamais dire. Mais Six Lack, qui fait un album qui s'appelle Love is the New Gangster. Coco Jones, ça s'appelle... Il y a Love aussi, quelque part. Enfin, je vois plein d'artistes, que ce soit mainstream ou vraiment full R&B qui valorisent... K1, elle sort un son qui s'appelle Hopeless Romantic. Alors que c'est la K1 de Do What the Fuck I Say et tout, tu vois. Là, elle dit Hopeless Romantic. Genre plein de On trucs attend la comme phase ça. B. On attend de fou. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il manque ça parce que la toxicité, c'était un des points forts, un des points forts des années 2010, en fait. C'était la toxicité de manière très explicite. Contrairement, le R&B a toujours été un petit peu toxique. Hein. C'est la base. Parce que la plupart des relations aussi sont toxiques. Mais avant, c'était fait avec une certaine subtilité. C'était moins direct. Tu vois, par exemple, un Confessions, gros, c'est archi toxique. Comment ça, tu te mets à genoux, tu pleures alors que c'est toi qui m'as trompé. Genre, enfin, voilà. Mais tu vois, c'était subtil. Il y avait plus de storytelling, etc. Dans les années 2010, c'est devenu très direct. Parce que ça, c'est mélangé encore plus avec le rap et puis Take Care. Enfin bref, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais là, j'ai besoin de plus d'amour, plus d'union, de rassembler les gens, mais pas de les rassembler grâce à la négativité, mais plus à la positivité. Je pense que ce serait bien. Et puis aussi, le taux de natalité a baissé. Donc, non, mais faut dire ce qui est. Les gens ne font plus de gosses, etc. Donc, c'est peut-être parce que le R&B pousse les gens à se faire la gueule plutôt que à se rassembler et à s'aimer, tu vois. Si tu n'arrives pas à t'aimer sur le R&B, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire? Moi, il y a une chose qui me manque, c'est les bridges aussi. Ramener les bridges, ramener les musiques longues. Les musiques longues bien construites. Je vais juste dire ça. Voilà, parce que c'est la chose là où pour compléter ton propos, où il y a quand même des tentatives. Hein. Là, on entend des sons où là, tu vois, t'entends un bridge, t'entends une structure bien faite, t'es là, oui, mais merci. Mais moi, j'ai l'impression qu'on commence de plus en plus, surtout dans R&B, justement, à écouter les puristes de merde. Genre, j'ai vraiment l'impression que sur cette scène-là, il se passe quelque chose et que les prochaines années, elles vont être plutôt bien. Moi, je le sens bien. Je pense aussi, en vrai. Je pense aussi. Et saxophone et basse. Ah oui, saxophone. En fait, voilà, les trucs vraiment instrumentaux, quoi. Et je pense que dans la manière de faire la musique, le confinement a ramené le truc où on fait un peu sa musique dans sa chambre, ses trucs et tout, ses prods, mais on reveut aussi de l'authenticité dans les instruments parce que quand on est dans les versions live, c'est là ça hit. Et vraiment, je trouve que le R&B, c'est une musique qui se vit en live beaucoup plus que sur les albums parce que tu as la dimension vraiment qui... Genre, les voix, tu les entends vraiment, les instruments, tu les entends vraiment. Et vraiment, shout out à tous les beatmakers, producteurs et instrumentistes, les musiciens qui taffent dans cette scène-là, parce qu'en France, il y en a beaucoup de talents. Et on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, ils font le taf. Et grâce à eux, on a des pépites, quoi. Donc, franchement, back sur ça. On a parlé de la nostalgie, mais c'était aussi un clin d'œil à l'avenir, au futur. Donc, pour terminer cet épisode, moi, j'aimerais que vous faites des petits paris sur le R&B futur. Oui. Donnez-moi des petites têtes qui vont faire en sorte que, justement, quand on va dire, OK, le R&B des années 2020, on va penser à lui, à elle. Vous pensez à qui? Moi, honnêtement, je trouve que Léon Thomas, il est un peu secoué. En tout cas, l'année dernière, c'était lui qui ressortait pour moi au niveau de la sonorité. Et le fait qu'on le voit beaucoup aussi. Donc, moi, j'ai Léon Thomas et Odile aussi qui me viennent. K1, désolée, mais moi, je me prends la claque là. Jusqu'à là, je fais que d'en parler, mais pour moi, c'est les trois où vraiment j'ai l'impression qu'au niveau du son, et je suis obligée de citer Kehlani parce que voilà, c'est moi quand même. Donc, voilà. Mais c'est les quatre, en tout cas, que je trouve au niveau du genre où il y a eu un son, en fait, où je peux identifier leur son. C'est OK. là. Léon Thomas, je suis entièrement d'accord.
j'ai même une petite take. Je pense qu'il a remplacé Chris Brown en termes de featuring dans les Oui. albums. Si vous remarquez On bien, le voit partout. on le voit partout, que ce soit un chanteur, une chanteuse. Si tu fais un album R&B, même rap parfois, il y aura un feat de Léon Thomas. Et ça, de base, c'était Chris Brown, tu vois. Mais bon, vas-y, bref. C'est pas plus mal. Ouais, no c'est shade. vraiment pas plus mal. Et je pense, ouais, K1, ce serait bête de ne pas parier sur elle. Gabrielle Jacobi. Putain, j'ai oublié. Gabrielle Jacobi, franchement, Vraiment. c'est C'est trop waouh. dingue. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Après, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de... comme le R&B va re-être sur le devant de la scène, je pense, d'ici quelques années, il y aura aussi beaucoup d'artistes, un peu comme Kehlani, qui ont été mis sur le côté pendant les années 2010 et qui vont revenir sur le devant de la scène et qui, cette fois-ci, vont avoir leur moment pour vraiment briller. Et je pense que 2020, je pense que la décennie 2020, je pense que c'est ça, en fait. Parce que, par exemple, tu as Jasmine Sullivan qui brille enfin dans les années 2020, alors qu'on la connaît depuis. C'est Tu as ça. Kehlani qui brille enfin dans les années 2020. Alors que depuis. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai hésité un peu à la citer, parce que je me dis, en fait, elle existe enfin, elle est là depuis. Mais là, en fait, enfin, elle a ses fleurs. Mhm. Et on reconnaît aussi, parce que tu vois, j'ai pas cité, mais pareil, Durand Bernard aussi. Ouais. Ses travaux, là, l'album qui nous a sorti m'a fait plaisir. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où on se dit, voilà, en fait, c'est ça qu'on attendait aussi. Donc, franchement, il y a de très belles. Moi, je suis grave optimiste. Honnêtement, je suis archi optimiste. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais dans le bon, il y a du très bon. Parce qu'on sélectionne aussi, faut pas croire. Hein, nous, on a en tête les choses qui sont bonnes, en fait, finalement. C'est ce qu'on garde, on garde le meilleur. Et franchement, dans le meilleur de ce qui a été proposé, comme tu as dit, il y a des albums qu'on peut estimer classiques, là, qui sont sortis récemment. Donc, c'est une preuve aussi que, non, le genre se porte. Ouais. Et je pense vraiment que cette décennie, en fait, elle servira à remercier tous les artistes qui n'ont pas abandonné le genre juste parce que c'était plus populaire, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on tient quand même à les remercier, parce que si t'as pas abandonné le genre, c'est que tu vis vraiment le truc, tu vois. Tu l'as pas fait juste pour le bif ou juste pour la tendance, etc. Parce que là, je vois plein de gens parler de R&B sur TikTok, etc. Genre, et qui sont là en mode « Ah, mais il n'y a pas de R&B, mais il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. » Et genre, ils l'entendent partout. Et comme ils l'entendent partout, ils ont envie d'y participer, etc. Ouais. Et ils connaissent pas forcément. Et je pense que là, ça va être... ouais, cette décennie, je la sens bien. Je pense que ça va être le bon moment de donner les fleurs à ceux qui étaient vraiment là depuis le début. Ok. On finit l'épisode sur une bonne note. Beaucoup d'optimisme et des fleurs. Merci à vous d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. On se retrouve prochainement. CO Culture, le podcast.